Bonjour madame, qu'est-ce que je vous sers? Un café, s'il vous plaît. Ça marche? Maher, c'est d'abord une joie de vivre accentuée par un sourire permanent. Ensuite, c'est surtout un vrai talent. Un talent venu de la Martinique et qui parcourt le monde pour nous faire découvrir la douceur, la singularité, la modernité, l'effervescence et l'ingéniosité qui coulent dans ses veines à travers la musique. Dans cet épisode de ma pause café avec Tia, nous parlerons d'excellence, de représentation, de musique et d'inspiration. Tu as envie de changer le monde, mais tu ne sais pas comment y arriver. Je suis Tia Brown Sugar, une touche à tout qui pense que les gens qui brillent n'éteignent pas les autres. Et autour d'une tasse de café, je t'emmène découvrir ces étoiles. Des personnes qui, à travers leur parcours et leur histoire, partagent d'autres façons de faire, de consommer, de vivre, de penser, mais surtout changent les choses. Si tu as aimé ce podcast, abonne-toi pour ne rater aucun épisode. N'hésite pas à le partager, le commenter et à laisser 5 étoiles pour m'aider à le faire découvrir. Je t'en remercie. Bonjour Maher. Bonjour Tia. Ça va? Très bien, merci beaucoup. Vraiment. D'être avec toi là pour la pause café. Merci. D'autant plus que j'adore le café. C'est vrai. C'est une de mes boissons préférées. Génial. Bon, ça va être une vraie pause café. J'aurais dû prendre ma tasse en plus pour cette heure si matinale à laquelle nous enregistrons cet épisode. En tout cas, vraiment merci d'être là. Tu as déjà répondu à la première question qui est généralement est-ce que tu es plutôt thé café? Ça c'est fait. On sait que Maher Bourrois est un homme de café. Ah oui, j'adore ça. Le café, c'est-à-dire que c'est un rituel qui est inscrit profondément en moi depuis plusieurs années. Et c'est presque de l'ordre du réflexe. Le café du matin, le café après le déjeuner, le café après le dîner. Et d'ailleurs, j'en consomme peut-être un peu trop. Si bien que, tu vois, le côté excitant du café n'agit plus sur moi. Ouais. Ah ouais, non, j'ai trop bu ça, probablement. Toi, t'es plutôt espresso ou café allongé, genre américain? Ah non, expresso. J'ai longtemps, longtemps, pendant 4 ans, quand j'ai vécu aux États-Unis, American Coffee, je l'ai bien subi. Et c'était, voilà, non, c'est plus une boisson chaude qu'un véritable café, quoi. D'accord, bon bah génial. Pour les personnes qui ne te connaîtraient pas, Maher, est-ce que tu peux te présenter, mais dans la manière que tu aimerais qu'on le fasse? Alors je m'appelle Maher Bourrois, je suis un musicien martiniquais, j'ai 35 ans, je suis un papa comblé, et je suis amoureux de la fusion et de la transversalité en tout genre. Surtout dans ma musique, dans mon travail, j'aime beaucoup mélanger les genres et j'aime beaucoup communiquer avec les autres artistes. Et enfin, je suis un musicien de scène. Je suis quelqu'un qui agit beaucoup sur l'instant. Probablement que c'est lié à ma nature. Je suis très émotif, ce qui est aussi un handicap, plus qu'une qualité. Tu trouves? Pour un musicien, j'aurais pensé que c'est le contraire, c'est marrant ça. Ah oui, pour l'art, oui, c'est sûr que être un petit peu à fleur de peau, ça peut servir, effectivement. Et c'est pourquoi j'aime être sur scène et j'aime jouer live. Je préfère le live au studio, par exemple, qui a tendance à me crisper, à me tendre. Je pourrais pas t'expliquer pourquoi. Je crois que ça vient probablement du fait qu'il n'y a pas de public en studio. Ouais. Et qu'en fait, c'est une énergie. L'énergie du studio, c'est une énergie que tu dois trouver en toi-même. C'est pas quelque chose c'est pas un flux comme ça qui circule dans l'espace avec un public ou avec d'autres musiciens, parce que même quand tu es en studio avec d'autres musiciens, chacun est un petit peu dans sa zone, avec son casque, un petit peu coupé des autres. C'est pas la même chose et je préfère de loin la scène, quoi. Ensuite, être émotif dans la vie, ça m'a davantage attiré, pas des ennuis, mais ça t'a déterminé. Ouais, ça m'a mis dans des situations plutôt inconfortables, des situations que j'ai regrettées très vite après, parce que je suis émotif, j'ai beaucoup de mal à masquer ce que je ressens. Voilà, donc qui dit émotif dit aussi dans le mauvais sens, hein. Ça peut être aussi dans l'énervement, dans voilà, le fait de maîtriser ses nerfs. Je peux être très exubérant des fois aussi. Enfin, bref. Ça, c'est un peu plus drôle. C'est la partie drôle de l'émotion, mais
Mais bon, voilà, j'essaye de travailler sur ça, de prendre plus de recul, essayer voilà, d'agir avec plus de philosophie et de pondération, on va dire. Mais t'as pas peur justement que si tu arrives à canaliser cette sensibilité que tu as, ça impacte ta musique qui a besoin de ta sensibilité? Je crois pas parce que j'arrive à compartimenter. Ok. J'arrive par exemple à être. En fait, j'ai eu un parcours ces dernières années un peu particulier parce que j'ai vécu une séparation qui a été assez difficile avec la mère de mon fils et du coup j'ai pour la première fois été au contact de thérapeutes pour un petit peu évacuer certaines choses, comprendre, décrypter ce qui m'était arrivé, ce qui était en train de m'arriver, ce que j'avais peut-être fait de mal, enfin bon, voilà, décrypter. J'ai trouvé ça passionnant. C'est un cheminement qui est très long. Alors, j'ai mis une pause à cette entreprise de thérapie, tu vois. Mais du coup, autant dans cette thérapie, j'essaie de prendre de comprendre qu'il faut ne pas être systématiquement dans l'instant, de penser différemment, de parler bien, de choisir ses mots, de ne pas faire de procès d'attention, d'attendre, de ne pas en vouloir à la terre entière. Et ça n'a pas impacté ma musique. Ce truc était très ciblé dans ma tête, c'était très clair qu'il fallait que je règle ça pour ma vie intime, pour ma vie privée. Et aujourd'hui, non, j'arrive un peu plus d'ailleurs dans ma musique à lâcher prise. Tu vois, c'est beaucoup mieux aujourd'hui. J'assume davantage qui je suis artistiquement. Je vais vers les choses qui me plaisent vraiment. Je suis tu vois, je suis bien, je suis relax, je dirais même soulagé par rapport à ce que je fais aujourd'hui. Je suis dans une zone qui en fait est inconnue, mais en même temps je sais que c'est celle-là que je veux depuis longtemps. Et ce sera l'objet de mon prochain projet là, sur lequel je suis en train de bosser. On en parlera tout à l'heure. Ouais, ça va faire sourire plus d'une personne, je suis sûr. En tout cas, c'est super intéressant ce que tu dis déjà parce que c'est vrai que, alors on vient tous les deux de la Martinique et parler d'accompagnement au niveau intellectuel, ça on sait, mais au niveau plutôt mindset, se faire accompagner, surtout au niveau des hommes, c'est quelque chose qu'on entend quasiment pas aux Antilles. Et je trouve ça super intéressant que toi tu dises, que tu viennes en disant, bah, à un moment de ma vie, j'en ai eu besoin et ça m'a fait du bien et j'ai aimé ce cheminement-là. Et je trouve qu'on n'en parle pas assez. Donc déjà, merci de le mettre sur la table. Et souvent, je dis pas tout le temps parce que c'est pas une généralité, mais souvent, quand on fait ce genre d'accompagnement, il en ressort que c'est plus profond que l'instant présent ce que l'on vit et que des fois ça remonte au passé, ça remonte à l'enfance. Toi, t'étais quel genre de petit garçon? Est-ce que t'étais plutôt timide, extraverti? C'était qui Maher tout petit? J'étais un garçon très obéissant. Et tu vois, je suis toujours très ému quand je repense à cette partie de ma vie, parce que je me rends compte, en fait, plus le temps passe, qu'il y a beaucoup de choses qui ont été ancrées à ce moment-là. Mais ma relation avec mes parents, à quel point ils peuvent représenter beaucoup de choses pour moi. Aujourd'hui, tu vois, à 35 ans, maintenant que je suis papa, je sais à quel point un enfant désiré, puisque mon fils, j'ai eu la chance de le désirer très très fort avec sa maman. Et moi, j'ai été désiré aussi par mes parents, ma sœur aussi, quelques années plus tard. Du coup, je comprends l'état d'esprit d'un parent qui est omniprésent, qui veut parfois maladroitement être tout le temps présent. Et en fait, je le comprends un petit peu plus aujourd'hui. Je refais le film de plein de parties de ma vie quand je repense à mon père, pour qui en fait à l'époque, et j'avais un respect immense. Je le craignais presque en fait. Il était très autoritaire, il était strict, mais il était sévère, on va dire. Il était très autoritaire, mais en même temps tellement attentionné, attentif. Et cette partie-là, je le vois maintenant. En fait, à l'époque, je le voyais comme un papa dur qui était très exigeant sur plein de trucs.
pour qui, enfin des trucs pour lesquels pour moi il y avait pas beaucoup ça a pas beaucoup de sens d'être aussi sévère à l'époque, tu vois, quand j'avais 15 ans, je me disais mais à quoi ça sert, pourquoi c'est pénible comme ça à chaque fois. Et aujourd'hui, tu vois, je comprends quoi. Et j'étais un enfant obéissant, je voulais faire plaisir beaucoup à mes parents. J'étais fils unique, 8 ans. C'était une période super cool, quoi. Mes parents n'avaient Dieu que pour moi. Comme ma sœur aînée, tout est tombé par terre. Non, je déconne, mais ma sœur, on rigole de ça souvent, tu vois. Et je la vanne beaucoup sur ça, mais c'était cool, quoi. J'étais un enfant obéissant, je dirais. Un enfant obéissant et déjà très passionné par la musique. Intéressant. C'est justement ma prochaine question, mais avant ça, je vais juste faire le parallèle avec ton enfant aujourd'hui. Est-ce que tu retrouves des choses que ton père faisait en toi aujourd'hui qui est papa? Ah, complètement. Et c'est ça qui est marrant quand même. Ouais. Alors j'ai fait le tri parce que il y a tout né, et c'est ça qui est cool en fait quand tu deviens parent, tu t'en rends compte, c'est une sorte de mécanisme comme ça de tri. Tu vois, tu te dis bon, tu fais ta propre sauce en fait. Tu dis bon, ça c'était cool, j'ai bien aimé, je vais garder. Ça c'était pas terrible, je vais faire ça plus avec ma propre vibe quoi. Et aujourd'hui, je revois des trucs, par exemple, je sais pas. Ah oui, j'ai un truc. C'est une expression en créole qui dit les hôpitaux qu'a pas fait. Quand c'est petit, c'est difficile quoi. Et tu vois, par exemple, j'ai rigolé parce que mon fils s'appelle Sacha. Et je lui dis, il monte sur la table basse de chez moi. Et donc je lui dis, ne monte pas sur la table, quoi. On fait pas ça. Il me regarde, je prends mon regard méchant. Et je lui dis, tu descends. Il descend, et puis tout de suite après, je mets moi les pieds sur la table. Intéressant. Et en fait, mais de manière très tranquille, hein. Franchement, Bah oui. Et puis au moment donné, je me suis dit, mais attends, ça n'a pas de sens. Tu viens de lui dire de pas monter sur la table. Ah, effectivement, tu n'es pas sur la table, mais tu as quand même les pieds sur la table. Il comprend pas et il m'observe et tout. Et je repense à mon père qui me disait ouais, mais en fait, je suis ton père, donc il faut que tu comprennes aussi que il y a des choses que j'ai le droit de faire et que toi, tu n'auras jamais le droit de faire chez moi. Donc, et quand j'y repense, ça m'a fait sourire et tu vois ça, je me suis dit je vais garder, j'aime bien. Tu sais, garder les pieds sur la table. Ouais, cet excès d'autorité que les parents ont un petit peu à tort et à travers, alors que tu sais que c'est pas juste. Et tu te dis, non, en fait, chacun son tour, tu vois. Vas-y, c'est ton tour maintenant. Je sais pas. Excellent. C'est un truc, je sais pas, c'est un truc j'ai envie de dire, c'est un truc de noir, peut-être, je sais pas. Parce que j'en discute avec des amis blancs qui sont parents et qui, en fait, eux sont vachement dans pas l'équilibre, mais dans ce qui est équitable et juste, tu vois, ils sont beaucoup dans la communication et c'est super. Ils prennent le temps d'expliquer, même à des tout petits. Et en fait, ils s'imposent une règle de faire ce qu'ils disent, tu vois, de ne pas faire ce qu'ils interdisent à leurs enfants, tu vois. Alors je fais une généralité, je parle des blancs, des noirs, c'est con de dire ça. Mais disons que dans mon entourage, tous mes potes antillais sont dans l'excès, quoi. Ils sont dans ce truc, oui. Tu sais que c'est pas juste, mais tu le fais quand même et que tu dis, c'est, voilà, quoi. C'est moi, je décide. Mais je comprends totalement ce que tu dis parce que pour avoir vécu en France et pour avoir vécu en Martinique, je comprends quand tu veux dire noir et blanc. Après, je pense que les termes sont peut-être pas les bons, mais c'est vrai que c'est un amalgame qui est grossier. Je pense qu'aux Antilles, c'est vrai que quand on regarde l'éducation antillaise, même moi, je me dis que c'est pas du tout une éducation, je dirais plutôt occidentale, tu vois. Je trouve qu'il y a vraiment une éducation dans la Caraïbe où il y a vraiment cette autorité parentale qui est accentuée pour vraiment montrer la distance qu'il doit y avoir. Par exemple, un truc tout bête, aux Antilles, les enfants ne parlent pas pendant que les adultes parlent. En tout cas, moi, je me rappelle, ma mère me disait, tu vois pas qu'on est en train de parler, donc en gros, tais-toi. Alors que en Occident, les enfants rentrent dans la conversation normalement et ça choque personne. Et les parents encouragent, en fait. Ouais, c'est ça. Donc après, moi je serais comme toi, David, de dire il n'y a pas de bon ou de mauvaise éducation, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise éducation, c'est surtout des sensibilités. Alors bien sûr,
oui, il y a de mauvaises éducations dans le sens qu'il y a des choses auxquelles je suis profondément contre, mais c'est pas le sujet. Mais oui, effectivement, en fonction de l'endroit où on a grandi, la sensibilité sera totalement différente Oui, oui, de oui, la tout à manière fait. dont on va éduquer nos enfants. Ça, c'est clair. Mhm. On reste toujours dans l'enfance. Enfin, Quel est en ton... tout cas, j'espère n'avoir froissé personne en disant ce que je viens de dire. Mais je pense que les gens, Euh, qu'est-ce que tu voulais dire? On parle plutôt d'éducation, voilà, ouais, ouais, antillaise. ouais, bien sûr. Ouais, 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 carrément. Justement, en restant dans l'enfance, quel est ton plus vieux souvenir lié à la musique, si tu t'en rappelles? Ah oui, bien sûr. Le plus vieux, Ce truc où tu t'es dit, ah ça c'est cool quoi. le plus vieux souvenir que j'ai, c'est bon, je dirais là que ce qui me vient en tête, c'est je suis dans la voiture, une Peugeot, mon père avait une vieille voiture, enfin une vieille voiture. Non, à l'époque c'était très à la mode. Mais une petite Peugeot, je sais plus c'est quel numéro de Peugeot ça. Une toute petite, elle était vert kaki. Et en fait, on est sur la route. Tu vois, je mets la tête entre les deux sièges et il m'apprend une chanson. Il m'apprenait beaucoup de chansons. Il me faisait répéter des chansons. Donc il me disait, alors vas-y, je vais t'apprendre une chanson. Nanana, répète. Nanana, et on apprenait beaucoup de trucs comme ça. Et notamment une chanson qui était très drôle, alors qui est pas très connue, mais qui est en créole, qui s'appelle Si Maman et Madame Mao. Et en fait, bon, rapidement, c'est très drôle. Et en fait, l'histoire, ça fait, la chanson, ça fait Si Maman et Madame Mao t'es caneye, moi v'lais dire moi qu'il est sous caille sauvé. Après le mec dit, moi caille sauvé, maman moi. Qui t'es femme là descend en bas de l'eau. Péqué trouver d'autres femmes, péqué jamais trouvé en d'autres moments encore. Et on chantait, il m'apprenait ça c'est mon plus vieux truc, et je crois que c'est l'une des premières chansons comme ça qui me revient. Ou alors, tu vois, j'ai d'autres trucs où je suis là bon, mes parents m'avaient acheté le vinyle de Tiken. Après, de Ouais. Tiken. Et il chantait Soleil. Soleil levé pour chauffer moi. Soleil levé caressez-moi. Et je chantais ça, j'adorais cette chanson. Pour moi, c'était Tiken, c'était waouh, c'était une sorte d'enfant star. Ouais. C'était trop stylé. Je regardais les clips à la télé. Il doit être un peu plus vieux que moi, je pense, mais franchement, j'étais battu. À la même époque, il y avait Jordi en France. Ouais, c'est vrai. Genre mis la Et méga. ah ouais, et en fait, c'était, tu sais, ce truc, il y avait les enfants stars déjà et tout. Et ouais, je me rappelle de ce truc-là. J'adorais cette chanson, Soleil. À partir de quel moment tu t'es dit, je veux être musicien, je vais être Jordi? À partir de quel moment? Je me suis jamais dit ça, Tia. Mais j'étais sûr de moi en seconde. Quand je suis arrivé au lycée de Bellevue à Fort-de-France, j'étais dans un lycée qui faisait de la musique. Et là, à 15 ans, je me suis dit, non, c'est mon bail, ça. Ça, c'est mon truc. Je veux faire ça. Parce que j'étais intéressé par rien d'autre à part la musique et les filles, quoi, au lycée. Et voilà, c'était la musique tout le temps, j'écoutais plein de trucs, et les filles. Et donc, Est-ce que tu sais... voilà. Pardon, vas-y, Non, continue. non, non, donc du coup, voilà, les filles et la musique, bon, les filles, c'est pas un métier. Donc, et donc, la musique, non, non plus, non. Plus sérieusement, à l'âge de 15 ans, c'était sûr. J'ai eu un Ouais. moment au collège, je voulais devenir journaliste à la télévision, je voulais présenter le journal à la télé. Ok. Je trouvais ça trop stylé. Je me disais, waouh, je vais faire ça. Comme j'ai toujours beaucoup aimé parler, j'ai toujours été très bavard. Donc je me suis dit, ouais, non, mais ça c'est cool, ça. Les gars, ils sont trop bien sapés, ils sont trop beaux et tout. Et je voulais faire ça. J'ai voulu devenir faire du foot aussi. Mais bon, Ok. je fais du foot. Le seul foot que je faisais, c'était à la cité. Donc bon, très rapidement, je me suis rendu compte que j'avais loupé quelque chose, tu vois. J'allais jamais devenir Kylian Mbappé. Donc j'ai abandonné ma carrière de footballeur très très jeune. Très jeune. Ça a été assez Je me suis dit non, c'est pas pour moi. Et puis voilà, à 15 ans, c'était sûr. À 15 ans, tu savais déjà vers quel style musical t'allais te diriger ou c'était juste la musique, je kiffe profondément cet art, donc ça va être la musique, mais tu À, savais pas encore dans quelle direction. à 15 ans, j'ai commencé le jazz à 15 ans. Non, je savais pas. Je savais pas dans quoi. Mais, le piano, c'est sûr, parce que le piano, ça a toujours été mon instrument, donc
Être pianiste, c'est sûr que je voulais faire ça. Après, être pianiste de jazz, peut-être que c'est venu un peu plus tard. Pas très longtemps après, mais comme ça, non, mais la musique, c'est sûr, hein, tu vois, euh, la chanson, j'étais pas sûr non plus, j'étais pas aussi confiant qu'aujourd'hui. Mais le piano, ouais, c'était ma seule certitude, que j'allais devenir pianiste et donc musicien professionnel. Ok. Hmm. Donc, après être passé par le conservatoire Maurice Ravel à Paris, ainsi que par l'université Sorbonne pour une licence de musique et de musicologie, Mhm. tu pars aux États-Unis pour le American Dream, à Boston précisément, à Berkeley. Ouais. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, Berkeley, c'est une très grande école d'où sont sortis, entre autres, pour ne citer que les moins connus, hein, Quincy Jones, Diana Krall, André Manoukian pour les Français qui ne sauraient pas de qui j'ai parlé juste avant, même si ça m'étonnerait. Pourquoi avoir fait le choix de cette école et comment on entre dans une école aussi prestigieuse? En fait, je crois que c'est au lycée, hein, mon père me parlait, parce qu'il était très investi, il a toujours été très impliqué dans ce que je faisais. Et donc, il me dit, ouais, de quoi, qu'est-ce que tu veux faire? Je veux de la musique et tout ça. Et il me parle, on voit les cursus, etc. Et puis il me dit, franchement, ce serait super que tu ailles à New York. Je dis, à New York? Ah ouais. Et du coup, mon père rend ce truc américain complètement possible parce qu'il en parle. Et donc je me dis, bon, si mon père en parle, c'est que c'est validé, c'est sûr, quoi. Et donc je me mets à machin, donc je regarde les écoles à New York, à Montréal, les villes qui me plaisent. Après, je me dis non, faut pas chercher les écoles par rapport à la ville, mais par rapport à l'école et ce qu'elle enseigne. C'est dans ce sens-là qu'il faut prendre le truc. Et là, je fais des recherches sur les artistes que j'admire et je vois effectivement que Berklee College revient sur des gars que j'aime très fort, quoi. Et donc, je me dis ok, mais mes parents sont très clairs. Mon cursus universitaire et de conservatoire est très important parce que eux-mêmes ont été à l'université, donc ils sont dans ce format-là, pardon. Et donc je fais ma licence. Après ma licence, j'étais au conservatoire à Paris en même temps. Je finis mon truc et j'ai dit bon allez c'est bon là j'ai donné, j'ai envie de vraiment faire cette école. Ils me disent mais attends, fais 2 ans de plus, comme ça t'auras un master et puis comme ça on est bon. Je dis bon, d'accord. Et encore une fois, tu vois, le côté obéissant, j'écoute mes parents. Et je fais ce master, ça rallonge encore. Et là, quand tout ça est terminé, j'ai dit bon alors. Ils me disent ok, ben écoute, le contrat était ce qu'il était, tu as rempli ta part, maintenant on va voir comment on peut faire. Et là, donc je commence à regarder les auditions, je vais sur le site internet, très 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 bêtement quoi, tu vas sur le site. Je parle très mal anglais, donc le site pour moi c'est pas clair, je comprends pas tout, j'ai mon dictionnaire à côté de moi parce que voilà, pour comprendre de quoi il parle, je comprends que apply c'est pour postuler. Donc tu vois, donc je clique sur apply et puis là il y a de la documentation, j'imprime ça, je prends une semaine à déchiffrer le truc, enfin ouais. Et donc je comprends qu'il faut payer il faut payer 100 bucks pour l'audition. Et je vois qu'en fait, les auditions, ils en font partout dans le monde. Pas besoin d'aller à Boston. Ils se déplacent à Paris à telle date. Et tu t'inscris pour tu te prends une place pour telle date, telle heure. Je le fais, je paye mes $100. Je vais Studio Bleu dans le 18e. Ils avaient Ouais. loué un étage entier du studio. Et là, je vais à l'étage. Le truc est décoré à l'américaine. Je dis, c'est quoi ce truc? Moi, je connaissais ce studio, qui est un studio de répétition. Ils ont Ouais. décoré le truc. Enfin, franchement, c'est Disneyland, quoi. J'arrive, je dis, oh là là, c'est trop stylé, tout ça. Et je suis accueilli par un Américain. C'est une délégation, carrément, qui est venue. Ok. Et là, il me parle. Alors, j'avais un petit peu préparé parce qu'il y avait un entretien à faire. Il fallait jouer un morceau. De ton choix. Ensuite, il te filait des exercices, donc il faut que tu lises, déchiffres une musique avec ton instrument, il faut que tu déchiffres en chantant, tu lis un peu, voilà les exercices de base d'audition pour les écoles. Et puis après, tu as une interview avec un administrateur qui te pose des questions, comme un entretien d'embauche, il te demande pourquoi tu veux venir et pourquoi il te prendrait toi. Est-ce que tu penses que tu es un bon musicien ou que tu penses que tu es un excellent musicien? Des questions comme ça,
Et moi, j'ai dit, ben ouais, voilà, je pense que je suis bon dans ce que je fais. Il m'a dit, ah, non, c'est pas assez ça, je pense que tu es bon. Non, 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 moi, on veut des tueurs dans cette école. T'es un tueur ou t'es pas un tueur? J'ai dit, ouais, ouais, je suis un tueur. Ouais, bah d'accord, c'est bon. Non, je te jure, c'est que c'était un petit peu comme ça. Et puis très vite, il me dit, bon, les tuitions, c'est tant, les fees et tout ça, il faut que tu, voilà, où t'en es d'un point de vue financier. J'ai dit, ben voilà, j'ai pas, j'ai pas d'argent, enfin, j'ai pas de, ça coûte très cher, je sais, mais justement, j'aimerais postuler à la bourse. Ok, donc il m'inscrit dans le programme de bourse. Il me dit, écoute, on revient vers toi quand tout sera décidé, quand tu auras ta note d'audition, de piano, etc. Et donc, t'attends 2 mois, 3 mois, t'es là, tu mijotes, t'attends, et je reçois le truc. Je suis admis à l'école, il me file une bourse, sauf que c'est pas une full scholarship, c'est une Ok. partie de la bourse, et donc il y a encore un paquet de thunes à trouver. Là. Je me dis, oh là Ouais, c'est là, si cher que ça, quoi. c'est horrible. C'est très cher. Une année, c'est coûte 60 000 $. Ah oui, quand Ouais, même. non. Mais tu sais, en fait, pour les Américains, c'est normal, hein. Oui, c'est normal pour eux. C'est leur Ah ouais, ouais, principe ouais. d'éducation Oui, oui. à l'école. L'éducation est élitiste, donc il n'y a pas d'éducation comme en France au mérite. Non. Et l'école gratuite, publique, non. Quand le top niveau, c'est privé. Donc en fait, payer 60 000 $, quand tu vas à Harvard, c'est un peu plus. Au MIT, c'est un peu plus. À Juilliard, pareil. Donc c'est complètement normal. Et donc, je, il me donne une bourse qui représente peut-être 20% de la somme Ah totale. ouais, Donc ok. ça reste une montagne. Mais mes parents n'ont pas d'argent. Enfin, mes parents n'ont pas. Enfin, personne. Enfin, bref, c'est la galère. Et parce que les Américains sont des commerçants, des businessmen, même dans l'école, le gars il s'arrange, il me dit écoute, on va s'arranger, tu sais ce qu'on va faire? Je te laisse 1 an pour récupérer la somme. On était genre Ok. au mois d'avril et la rentrée est en septembre. La mort dans l'âme, je lui dis enfin, je suis extrêmement triste, je pourrais pas, je sais pas où trouver cet argent, et je peux pas faire un prêt de tant d'argent, c'est pas possible. Ok, il me dit écoute, c'est ce qu'on va faire, je te laisse 1 an et ta place est réservée. On se revoit en septembre de l'année d'après. Et là, je rentre en Martinique, je commence à bosser, et je suis prof de musique, je mets de l'argent de côté, et là, je cherche des sponsors privés en Martinique et des trucs publics. Et là, je postule à toutes les bourses en Belgique, des bourses en France, et des fonds privés qui viennent comment ça s'appelle, des sociétés de services, tu sais, Rotary, Inner Wheel, et tous ces trucs-là. Donc, je frappe à toutes les portes et j'arrive à réunir la somme. Et là, je suis trop fier de moi, je suis un chat, je m'inscris et là, voilà, j'arrive là-bas. Mais en fait, le plus dur, tu vois, ça a été de trouver l'argent. C'est pas d'être pris à l'école, parce que j'avais le niveau pour Ouais. rentrer, c'était vraiment de payer. C'est ça l'enjeu, c'est de payer. Et ça a été pendant 4 ans l'angoisse en fait. Chaque année, ça finit, il faut retrouver l'argent pour payer l'année d'après. Mais bon, c'est formateur. Ça m'a appris plein de trucs et c'était une sacrée expérience. Et vivre aux États-Unis, c'est un fantasme. Je rêvais de parler anglais. Quand je regardais le top 10 de BET quand j'étais au collège, tous les midis, j'étais accro à ce truc. Je me disais, oh mon Dieu, qu'est-ce qu'ils sont forts, ils sont beaux, ces noirs américains, purée. Je veux parler anglais comme eux. Et tu sais, j'avais construit un imaginaire autour de ça. Et quand je suis arrivé, j'étais trop content. C'était trop cool. Est-ce que ton imaginaire a rejoint la réalité? Est-ce que ce que tu avais imaginé, c'était ce que tu vivais? Non, les États-Unis, c'est vraiment un pays. Enfin, je veux dire, comment te dire? C'est, j'ai démystifié très rapidement ce truc. L'école était Ouais. grandiose. C'était un kiff monstrueux. Le pays, les gens, j'étais pas déçu, mais je me suis dit, en fait, c'est des gens très normaux. C'est un pays qui a beaucoup de Ouais. failles, c'est un pays qui a beaucoup de problèmes non réglés. Il y a, Ouais, voilà, t'arrivais dans une non, bulle j'étais, euh, ouais, où tout est beau, tout est mignon, et en fait, t'as été confronté à la réalité de ah la vie, oui, quoi. ouais, ouais, carrément, ah, complètement, ouais. Complètement voilà, une vie américaine qui est
qui peut booster parce qu'en fait, ils sont extrêmement travailleurs, ils cumulent énormément de boulot, mais il n'y a aucune justice en fait. Leur société n'est pas. Alors aujourd'hui, il y a beaucoup de progrès, les choses tendent à devenir de plus en plus équitables, mais il y a quand même énormément de disparités. L'esprit communautaire, enfin, je suis pas contre hein, la communauté du tout, mais je veux dire les communautés, tu vois, sont très sont très fermées, elles vivent, elles s'interpénètrent pas beaucoup quoi. Les C'est nos pacifiques. Ah oui, les Afro-Américains, à l'école, c'était très flagrant. Les Afro-Américains, ils sont entre eux. Les Latinos sont entre eux. Les Asiatiques, entre eux. Alors, bon, ils se font pas la gueule, hein. Ils se tapent pas dessus. Mais ils se captent pas pour autant. Et c'est comme ça, tu vois. C'est un truc de... Ouais, puis c'est aussi la guerre, quoi, à celui qui va y arriver. Et puis c'est aussi la porte ouverte, du coup, à plein de choses qui sont pas toujours agréables. Il y a des gens qui sont... Tu vois, ça développe l'arrivisme aussi. Les gens, ils veulent arriver à tout prix. Ils sont prêts à te marcher sur la tête pour arriver, tu vois. Il y a aussi cet état d'esprit qui... Alors, il n'y a pas de généralité. Les Américains sont très cool et très sympas, mais il y en a, tu sens qu'ils n'ont pas le temps avec toi. Ouais, non, ils n'ont pas le temps. Donc, ils vont... Ouais. Justement, quand toi, tu vis cette expérience, mais moi, ce qui m'intéresserait de savoir, c'est, tu viens quand même d'une petite île, perdue au milieu de nulle part, tu vois. Comment on arrive, justement, comment toi t'arrives à faire ta place dans une école aussi prestigieuse, entourée de toutes ces personnes qui ont aussi faim que toi, voire plus, et qui sont prêts à tout. Comment t'as réussi à faire ta place, à te dire, OK, je mérite d'être là et je vais tout faire pour réussir? Euh... je sais, c'était une très bonne question. Je me suis jamais posé la question. Mais en fait, non, c'est parce que c'est sans doute à travers leur regard. C'est-à-dire que quand tu arrives, t'es un peu penaud, tu sais pas trop, t'es hésitant, tu parles pas bien la langue, c'est pas fluide du tout. Donc, tu communiques pas beaucoup. Parce qu'en fait, t'es pas à l'aise avec la langue et c'est une vraie barrière au départ. Donc, ton seul langage, c'est la musique. Dans une école de musique, évidemment. Ça va de soi. Et donc je joue comme j'ai l'habitude, tu vois, avec tout mon cœur. J'y mets vraiment des choses. Voilà, enfin, je suis martiniquais, donc j'y mets il y a il y a une vibe, il y a une manière de jouer, une manière d'être, il y a un truc qui est caribéen, qui est ouais, pas seulement noir, qui est caribéen. Donc il y a tout le flow qui va avec, la manière d'être, de parler, de se comporter, de jouer de ta musique, le groove, les trucs. Et en fait, les gens, et je dis ça très, très simplement, hein, je me prends pas la tête du tout, mais j'ai remarqué, les gens étaient là, ils se disaient, waouh, mais tu viens d'où en fait? T'es français, t'es noir. Et puis les Américains sont, à part Tony Parker, tu vois, des Français noirs, ou Omar Sy qui a fait des films aux États-Unis, tu vois, ils sont un peu largués. Donc ils disent, j'ai dit, ben ouais, mais je viens de Martinique surtout, je suis caribéen. Ah, ok, t'es caribéen, ah, cool. Et en fait, ils aimaient la vibe et je jouais des trucs qu'ils savaient pas jouer. Des trucs de musiciens, je pense, dans des trucs trop techniques, mais il y a des choses qu'ils ressentaient pas et en fait, ils étaient fans, quoi. Ils me disaient, ouais, putain, c'est cool, j'adore ton flow, mec, quand tu joues, c'est super cool. Et tout ça, et là, je rencontre un prof, qui est guadeloupéen, qui s'appelle Jacques Schwarzbart, qui me conforte dans l'idée de vraiment être vraiment qui je suis, quoi, dans ma manière de jouer, d'assumer vraiment cette part en moi qui est d'être un noir des Antilles. Donc, joue. Il faut que la Martinique soit dans tes mains quand tu joues. Vas-y, et c'est ça qui va faire que tu vas te démarquer. Donc, j'ai joué cette carte avec beaucoup de sincérité. Ensuite, ça, c'est d'un point de vue instrumental. Après, dans le mindset, je me suis beaucoup inspiré en regardant les trucs. Tu vois, j'ai vu très rapidement, par exemple, dans l'école, si tu veux te faire remarquer, tu veux être dans les meilleures bands, tu veux être là avec les meilleurs gars, il faut pas que tu sois timide. Il faut même que tu show off un peu. Il faut que tu arrives, machin. Il faut que tu sois sûr. Il faut que tu arrives là avec le bon flow. Aussi, il y a tout un truc. Et c'est très intéressant parce que ça peut paraître très trivial et très, comment dire, superficiel. Mais c'est un peu l'industrie de la musique aujourd'hui. C'est-à-dire que on compte plus seulement sur ton savoir-faire technique. Il faut que tu dégages quelque chose
Il faut que ta sap soit sûre. Il y a pas de t'es mal sapé ou pas bien sapé. Il faut que tu sois sûr de toi. Faut que tu sois, il faut que tu dégages une force, un truc, le charisme. Donc en fait, je me suis beaucoup inspiré d'étudiants qui étaient des fois plus jeunes que moi et qui étaient complètement dans ça. Et je me disais, mais en fait, c'est eux qui sont dans le vrai. Moi, c'est comme ça que j'ai compris à l'époque. Et donc, je me suis beaucoup inspiré. Et puis, tu vois, j'allais en cours, je jouais. Tu vois, tu te fais ta place et puis tu fais comprendre aux profs aussi que tu en veux. Tu fais un peu plus que ce qu'on te demande, sans trop en faire non plus. Mais t'es présent et tu dis, hey, moi j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça. J'allais frapper à la porte du bureau, des bourses. À chaque fois, je disais, ouais, j'ai besoin de la bourse. Ok, pas de souci, on a compris. Écoute, vas-y, il faut que tu bosses fort. En fonction de tes grades, tu vas avoir telle récompense, ça va te monter ta bourse. Mais vas-y, on est avec toi. Et j'étais dans ce truc-là et c'est eux qui m'ont inspiré ça. C'est pas et c'est vrai, c'est pas qu'un mythe. C'est pas ce qu'on a appris dans l'éducation nationale en France. Ou au contraire, il faut être discret et ne pas dire t'as réussi ça et pas arriver comme ça trop fort parce que c'est mal vu. C'est vraiment une façon de faire qui est très différente. Donc si t'as un peu de feeling, t'observes le truc, tu sens que c'est ça qu'il faut faire. Et moi je l'ai senti. Ouais. C'était pas à l'américaine, hein. J'étais pas là tu vois, à trop en faire. Donc, mais je me suis pas mal inspiré d'eux et c'était formateur, quoi. Mais c'est super intéressant ce que tu dis. Et tu vois, moi, j'irais plus loin parce que c'est vrai que tu l'as recentré sur la musique. Mais moi, je pense que c'est une attitude qui, finalement, aujourd'hui, tu vois, de développer son charisme au-delà de ses compétences, c'est quelque chose que l'on voit partout. Par exemple, tu arrives dans une salle et on parle de marketing, par exemple. Tu arrives dans une salle pour une réunion. Entre la personne qui va arriver et la personne, tu vois, que tu sens qui est un peu intimidée, qui arrive la tête baissée avec son attaché-caisse sous la main et la personne qui va arriver en mode ok, j'arrive, je maîtrise le sujet et en même temps je vais montrer que je suis là, quoi. Bah, la personne vers qui on ira plus spontanément, c'est celle qui a plus de confiance, qui a plus de confiance en elle et qui le montre, qui dégage quelque chose. Donc je pense que c'est important de se dire que finalement la capacité, c'est hyper important dans ce qu'on fait, mais il y a aussi l'attitude qu'on dégage qui fera que les gens viendront ou pas vers nous. Donc je pense que ça, c'est universel, en fait, peu importe le domaine dans lequel on excelle. Il faut qu'on arrive à sortir de cette petite case de timidité en se disant, OK, je maîtrise, déjà ça c'est bien, je maîtrise mon sujet, maintenant, il ne faut pas que j'ai peur de montrer que, OK, je suis là, il faudra faire carrément, avec. C'est vrai. Et je suis complètement... Alors, il y a des exceptions, hein, il y a des gens comme ça... presque très introvertis, qui sont de grands techniciens et qui réussissent malgré tout, mais en tout cas dans ce que je connais, ce que je vis dans la musique, qui est et je pense que c'est comme ça dans plein de secteurs, qui est ultra concurrentiel. C'est sûr que le savoir-faire n'est pas du tout suffisant parce qu'on arrive à tous à un haut niveau de technicité et de connaissance. Ce qui fait la différence, c'est ton rapport à l'humain, c'est ta manière de communiquer avec les gens, le feeling que tu machin. Sinon, on est tous forts, en vérité. En 2022, quels que soient les secteurs, on a tous fait des écoles, on est tous branchés de tous les côtés, dans tous les réseaux. On s'informe, on se perfectionne, on se fait des masterclass. Il y a des masterclass de tous les côtés, maintenant, dans tous les secteurs. Donc, on est tous très forts. Le truc qui fait la différence, moi, aujourd'hui, c'est... pourquoi je vais taper toi et pas un autre, c'est la vibe que tu m'as donnée quand on s'est rencontrés. Et voilà, donc en fait, l'école à la française est top parce qu'elle est gratuite, elle est publique, et elle met beaucoup de substance dans ta tête. Donc les connaissances sont de grande qualité, les pédagogues sont très forts. Après, dans l'attitude face aux autres, c'est sûr que voilà, on peut progresser sur ça, hein, carrément. Ouais. Alors, on l'a dit, hein, le niveau de l'école à Boston, à Berkeley, était incroyable. Moi, ce qui m'intéresserait de savoir, parce que là, je vais faire le lien entre deux trucs que tu nous as dit. T'es jeune à Berkeley. Comment on fait quand, justement, on arrive dans une école à l'âge où on est censé être en mode, bah, c'est la fête, je me découvre, il y a les femmes, tu nous en as parlé. Comment on fait ça
focus pendant 4 ans en se disant ouais, j'ai envie de faire la fête. Il y a les Américaines et les autres femmes qui sont là sont quand même hyper attirantes. Comment on fait pour rester focus sur l'objectif premier? L'argent. Ouais. Parce qu'en fait, C'est intéressant. l'argent parce que, alors, enfin oui, il faut que j'explique rapidement pour pas que je sois mal compris. L'argent dans le sens où je voulais tellement aller là de tout mon cœur, c'était tellement important pour moi. J'ai vu tous les efforts que mes parents ont pu faire, tous les efforts que moi je faisais pour avoir de bonnes notes, pour garder ma bourse, pour l'augmenter. Je me suis octroyé aucun, aucun, comment on dit ça, aucune fantaisie. Je n'étais là Ouais. que pour ma musique. Et j'ai passé 4 années à ne voir personne. Enfin, quand je dis à ne voir personne, j'exagère. Mais j'avais pas spécialement d'amis, par exemple. J'allais à l'école, je faisais mon piano, je travaillais des heures dans des practice rooms, pendant des heures d'affilée. Après, j'allais manger, je retournais. Pendant des heures, j'allais à mes classes. Je retournais dans les practice rooms, je rentrais chez moi. J'ai fait ça tous les jours, les dimanches, les jours off, les days off, les jours fériés, les vacances. Le seul moment où je prenais une pause, c'était quand je rentrais en Martinique pour un petit séjour et tout ça. Là, tu vois, j'étais avec mes parents, je revoyais des potes et des potesses. Mais c'était tout, quoi. C'était les petites parenthèses que j'avais. Et je n'avais de temps et d'énergie que pour ma musique, vraiment. Et c'était ce truc du prix de l'école. Je me dis, t'as pas le temps de rater aucun examen, aucune classe, arriver en retard. Moi qui suis un éternel en retard, j'ai un grand problème avec la ponctualité, comme tu as pu le remarquer ce matin. J'étais à l'heure. J'ai jamais raté une classe. J'étais toujours à l'heure parce que pour moi c'était le moins de dollars le moins de retard, c'était $1 par la fenêtre que je jetais et je me disais t'as pas le droit. Il y a des gens qui rêveraient d'être à ta place et qui voilà quoi. Donc c'était ça. Et c'était 4 années aux États-Unis. J'ai fait quelques house parties, c'était cool. J'ai rencontré des gens cool, mais il y a pas d'excès. Mais j'aime beaucoup ce que tu dis. J'aime beaucoup ce que tu dis parce que tu vois, les gens qui vont nous écouter, peut-être quelqu'un là en ce moment est en train de vivre quelque chose semblable à toi et tu sais, il y a cette dualité entre ouais, mais j'ai envie de profiter de la vie parce que justement le temps, ben, une fois qu'il est passé, il est passé. Mais je crois que c'est important justement à un moment de se dire, ok, oh, oui, effectivement, le temps passe, mais justement, de ce temps-là, qu'est-ce qui est précieux aujourd'hui pour toi? Qu'est-ce qui est important et qu'est-ce qui va définir dans les années à venir qui tu seras? Est-ce que c'est d'aller dans cette soirée et de peut-être être fatigué demain et de ne pas passer ton examen? Ou est-ce que c'est de se dire, OK, cette soirée, je l'ai ratée, mais il y aura tellement plus de soirées après quand j'aurai réussi ce que j'ai à faire maintenant. Donc, ça peut être difficile, surtout quand on est en train de se construire, mais de se dire, OK, c'est quoi qui est vraiment Ouais. important aujourd'hui? Et je pense que les gens ont besoin de l'entendre pour se dire, c'est pas faux. Ouais, la soirée, elle est passée, mais demain, il y aura de meilleures soirées et je serai la personne que j'avais Ouais, envie ouais, d'être. carrément. Alors, pour recontextualiser le truc, moi, quand j'arrive à Berkeley, j'ai 27 ans aussi. J'ai pas 19 D'accord, ans. ouais. Et c'était, en fait, vas-y, quand les étoiles sont alignées. C'est parce que je me suis dit, à un moment donné, je me suis dit, mais c'était le moment, il fallait que tu y ailles. Heureusement que tu as écouté tes parents, que tu as fait le cursus que tu as fait. Parce que quand j'étais à Paname et que j'étais au conservatoire et à la fac, aïe, aïe. C'était pas la Ah, même. c'était, c'était, c'était quelque chose. C'était une période où je suis pas allé à tous mes cours. J'ai bien fait la fête avec les potes de la fac, les potes antillais. C'était une super période. Moi, j'ai adoré la fac. Et j'avais pas le même sérieux qu'à 27 ans. Quand je suis arrivé à Paris, j'étais ouais, de 19 ans à 24 ans, 25 ans. C'était pump it up, hein, comme on disait à Donc, t'as l'époque. bien. Et quand j'arrive à 27 ans, je connais la valeur de l'argent, j'ai fait la fête, et je suis en classe avec des gars qui sont beaucoup plus jeunes que moi, qui eux sont post-bac. Quand j'arrive en première année à Berkeley, Ouais. les mecs ils ont 18 ans, 19 ans, moi j'en ai 27. Quand les gars ils me disaient ouais, non, 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 viens, on va boire un coup, non, 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 c'est bon, j'ai donné. Donc en fait il y a ça aussi, il y a aussi ma maturité du moment. Après quand t'as 19 ans et que t'es aux États-Unis,
J'imagine que les tentations sont fortes et que tu as envie de découvrir C'est plein de clair. trucs. Mais moi, du coup, c'était pas le cas à ce niveau-là, quoi. Alors, tu obtiens à Berkeley la récompense Performance Division Piano Hmm. Award, qui prouve le talentueux artiste que tu es. C'est vrai que là, tu en as parlé justement, tu nous as un peu dit, mais je voudrais que tu nous dises concrètement, c'était quoi une journée? Parce qu'en fait, quand on t'écoute, alors moi, j'ai eu de la chance de t'écouter plusieurs fois, ça a l'air tellement simple quand tu joues au piano. Ça a l'air hyper simple, ça a l'air Hmm. hyper fluide, mais c'est en moyenne combien d'heures de travail pour réussir à avoir cet Ah, award? l'award. En fait, l'award, c'était ça récompense un semestre. Chaque professeur Ok, d'accord. d'instrument, euh, chaque professeur d'instrument, en fonction de ta spécialité, moi j'étais dans une spécialité performance, chaque professeur d'instrument fait une liste de ses meilleurs élèves et donc décerne aux plus méritants un award qui rentre dans ton portfolio et qui alimente comment on dit ça, qui motive éventuellement ton désir, par exemple, d'avoir plus d'argent sur une bourse, par exemple. Donc ça rentre dans ton Ok. portfolio, dans ton truc. Et ben en fait, comment tu as ce truc-là? Ben bon, déjà c'est très subjectif, hein, c'est le prof qui décide un tel. Bien sûr. Et à Berkeley, moi j'ai jamais autant travaillé mon instrument de toute ma vie que ces 4 années-là, parce qu'en fait j'avais que ça à faire toute la journée, donc par jour, je faisais au moins tous les jours au moins 8 heures d'instrument par jour. Mais c'est parce Waouh. que et Ah puis ouais. t'es conditionné. En fait, t'es dans un truc où tu fais que ça. Donc, je faisais C'est peut-être 4 heures le matin. Ton emploi du temps, tu le fais un petit peu comme tu veux, en fonction des classes. Voilà, si tu veux travailler plus en début de semaine, plus en milieu de semaine, si tu veux avoir des classes plutôt au milieu de journée, ou très tôt le matin, ou très tard le soir, si tu fais ta sauce, c'est toi qui décides. Et moi, j'étais plutôt travailler mon piano de 8 heures à 10 heures. Mes premiers cours étaient à partir de 10h15, 10h30. Et je refaisais mon piano oui, de 16h à 20h ou de 18h à 22h, tu vois. Et je faisais au moins 8 heures de piano Ok. par jour, tous les jours, parfois plus de 8 heures, tous les jours pendant 4 ans. Après, avant ça, enfin voilà, donc quand tu pratiques ton instrument, tu arrives à un niveau, tu vois, technique qui peut être plutôt cool. Et puis ton professeur, il voit que t'es motivé, et puis il te dit, ouais, c'était super, et puis tu fais partie des meilleurs, et puis t'as ton award, quoi. Euh, Génial. Mais c'est quand même beaucoup oui, de oui, il y a de la travail, quoi. pratique, C'est quoi. parce que tu sais, des fois, on se dit, ouais, ça, c'est justement, ça a l'air simple, mais on ne sait pas la charge de travail que ça a été en amont pour arriver à cette Hmm, simplicité, à rendre l'art simple et hmm. si beau, tu vois. Tu rentres en Martinique, tu fais partie aujourd'hui de la nouvelle génération d'artistes de la scène caribéenne jazz. Alors, pour les gens qui ne sauraient pas du tout ce que c'est ce style de musique, comment toi tu l'expliquerais? C'est quoi le caribéen jazz pour Le jazz toi? caribéen, c'est de la fusion, en fait. C'est le mélange entre la musique improvisée qui vient du jazz américain et une tradition afro-descendante et ce qu'on retrouve surtout dans les rythmes. Donc, en gros, ça revient à mélanger le jazz américain au rythme traditionnel qu'on trouve dans les îles de la Caraïbe. Donc, le Caribbean jazz, c'est mélanger la biguine au jazz, c'est mélanger le reggae au jazz, c'est mélanger le calypso au jazz et plein d'autres trucs. Donc, le jazz caribéen, c'est ça, en gros. Si jamais vous n'avez jamais écouté de jazz caribéen, mais vraiment, allez-y. Moi, c'est vraiment l'un des styles de musique que j'affectionne le plus. Et allez-y, vous verrez, c'est une bouffée d'air qui ramène, je trouve, une touche à la musique, au jazz. Alors, c'est vrai qu'il faut peut-être avoir une sensibilité déjà peut-être à cette musique-là, mais je trouve que cette musique est tellement belle et cette fusion, elle est tellement impressionnante que ouais, moi j'adore et c'est une musique qui me donne des Mhm. frissons à chaque fois. Et tu vois, t'arrives toi avec ton bagage personnel et professionnel, tu sors d'une grande école avec tout ce que tu as appris justement d'américain avec un Mhm. souffle nouveau. Comment tu arrives euh, à à te faire entendre quand tu rentres aux Antilles, dans un milieu qui est déjà bien ancré, avec un style qui est déjà bien là? Comment toi, en tant que jeune artiste, t'arrives à insuffler ta vision des choses, ta vision de cette Mhm. musique?
Euh, J'aime bien. Alors, pour les gens qui vont nous écouter, quand je fais des interviews, on se voit. C'est une partie vidéo et je ne garde que l'audio. Et la mère vient de me faire des yeux. bah, en fait, je me sens. Oui, non, parce qu'en fait, je vis en Martinique et j'ai pas envie de. Comment tu sais, j'ai pas envie. Ouais, De j'ai faire pas des envie de me amis. fâcher avec les gens. Non, non, mais je me pose pas trop cette question-là. Je fais juste, tu vois. Après, je joue pas beaucoup en Martinique. Mon réseau professionnel est surtout basé à Paris. Je dirais que à Paris. J'aimerais bien que ça soit un petit peu plus large, mais on y travaille avec les gens qui bossent avec moi. Euh, du coup, peut-être que je suis un peu à part. Peut-être que je suis un peu à part de tous les musiciens basés au pays. Peut-être que je suis un peu à part. Moi, je suis surtout là, pas parce que... Alors, oui, j'aime la Martinique, évidemment. C'est là que je me sens le mieux. Mais je suis en Martinique surtout pour mon enfant, en fait. Et c'est... Ouais. Quand j'ai rencontré sa maman, on s'est, on s'est installé oui, on s'est installé en Martinique. On a eu notre fils. Quand il est né, enfin, c'était impensable pour moi que je parte. Et même après notre séparation, c'était impensable pour moi que je ne vois pas mon fils alors, tous les jours, c'est pas possible, parce qu'il faut alterner les gardes, mais que je sois pas là quand il grandit, quoi. Et donc je me suis dit, bon, donc c'est un choix de vie et pas de carrière, donc je serai Ouais. là. Je suis pas là par choix artistique, je suis là par choix familial, et ce qui fait que je me sens un peu à part parce que je joue pas beaucoup. J'ai mes musiciens un peu fétiches avec qui je joue très souvent, avec qui je partage la même vision. Euh, mais Paris me manque beaucoup. Paris me manque beaucoup. Les États-Unis aussi, parce que le, le, les, les rencontres sont vraiment nombreuses. Il y a, euh, il y a un vivier de musiciens, évidemment, qui est énorme à Paris. Et donc, voilà, ça me manque beaucoup, quoi. Les musiciens en Martinique sont très talentueux. Très, très talentueux. Je dis pas le contraire. Très fort. Très talentueux. Mais en fait, je ne me retrouve pas toujours dans la vision qu'ils ont de la musique et dans cette manière qu'ils ont très souvent à beaucoup compartimenter les genres. Je citerai personne, mais en gros, c'est la conclusion que je me fais. Il y a beaucoup de trucs, il y a des grands murs entre les styles. Et comme c'est ce que j'adore, casser les murs, c'est très dur de les casser en Martinique. Les gens ont beaucoup peur de faire un pas de côté pour ne soi-disant pas perdre un public. Je sais pas. Alors que, alors qu'en fait, je pense que les gens, faut pas les sous-estimer. Les gens, ils savent, ils demandent qu'une chose, c'est à découvrir des trucs. Et il y a beaucoup de musiciens en Martinique qui, euh, qui fonctionnent un peu à la demande. C'est-à-dire, ils font ce qu'ils pensent que les gens aimeraient qu'ils fassent. Tu vois le truc? Alors, ouais, alors Sans que les oser gens, aller. ils veulent juste écouter du bon son, ils veulent écouter des choses nouvelles, ils veulent que tu les fasses vibrer, que tu leur fasses plaisir. Ils veulent te voir sur scène en train de kiffer. Ils sont pas là à dire, bon, en ce moment, c'est l'afrobeat, nanana, machin, Burna Boy, nanana. Il faut faire ça. Ça, c'est les Ouais. musiciens, ils se mettent des trucs, ils se mettent des barrières, du coup, et les collaborations en Martinique ne sont pas évidentes à faire. Je l'ai compris, et bon, D'accord. voilà. Mais je suis quand même très heureux d'être en Martinique. Je suis très heureux d'être auprès de mon fils. Et, euh, et puis voilà, je fais mes trucs un peu de mon côté, quoi. Avec ton album Mhm. Insula, justement, on va parler des murs que tu défonces, entre guillemets, avec ta musique. Tu fais le pont entre le Maghreb et les Antilles. À l'heure où certains construisent des ponts, toi, tu fais des passerelles musicales pour nous rassembler. Est-ce que Maël Leroy, c'est un Oh oui, militant? bien sûr, hein, carrément, carrément. À ma manière, mais je pense que j'en suis un, ouais. Ouais. Faire un projet qui parle autant de Frantz Fanon, qui peut avoir des écrits, des paroles qui peuvent heurter plein de gens. C'est militant dans le contexte dans lequel on est, parler de décolonisation,
c'est militant, donc oui, j'en suis un. Alors je suis pas le militant dans la rue qui va se prendre des coups de matraque par les CRS ou qui va scander des slogans. Je suis pas ce genre de militant, mais à ma manière, je milite. Et à chaque fois que j'ai l'occasion de parler de décolonisation ou de nouvelle colonisation, de parler des stéréotypes, de la racisation, des choses, des disparités entre les hommes et les femmes. Je le fais. Je le fais dans ma musique. Quand je suis sur scène, je dis. Quand je suis en interview, je dis sans langue de bois. Pour l'instant, voilà, ça m'a pas empêché de faire quoi que ce soit et je continuerai à être comme ça, quoi. On va parler des femmes, justement, tu me tends la perche. En écoutant tes albums, j'ai le sentiment que la femme a une place importante. Comme par exemple, alors j'espère ne pas déformer son nom, avec Kay Kaïssa Sadi, c'est comme Adi, ça qu'on ouais. dit. Kay Sadi sur le morceau Insula, Florence Baudin sur le morceau Kimounouye, ou encore des reprises comme Hmm. Darling, La Sirène. Quelle est la place de la femme pour Maher Bourrois? Est-ce que c'est une source d'inspiration? Est-ce que c'est plus que ça? Et qu'est-ce qui t'inspire au final? Euh, je suis inspiré par plein de trucs, mais c'est vrai que je suis un cœur d'artichaut. J'aime, j'aime être. Ta question est vraiment, vraiment t'exagères. Non, mais c'est la première fois qu'on me pose ces questions-là dans une interview. Mais non, Mais c'est ça, non, mais c'est c'est intéressant, cool. si à chaque fois on pose toujours les mêmes questions, C'est cool, c'est c'est nul. cool. Non, oui, j'ai eu beaucoup de chance. Euh, j'ai eu beaucoup de chance. J'ai pas eu enfin, beaucoup de chance. Oui, j'ai eu des déceptions amoureuses, mais j'ai toujours beaucoup aimé avoir autour de moi une présence féminine dans mon intimité, Ouais. euh, tu vois, ma sexualité, par exemple, et c'est quelque chose d'important pour moi dans ma vie. Sans excès et sans truc complètement ouf, mais tu vois, j'ai besoin d'une présence féminine à ce niveau-là. Ça fait partie de mon équilibre aussi, de pouvoir parler. L'amour est quelque chose que j'affectionne beaucoup, c'est un sentiment dont j'ai besoin. Euh, et Et ça t'inspire dans ta oui, musique, justement. bien sûr, C'est carrément, bien sûr. Et par exemple, les chansons d'amour, euh, et pourtant je suis pas un chanteur de zouk, hein, on dit que on attribue ça aux chanteurs de zouk, les pauvres. Mais tu vois, les chansons d'amour, c'est un truc Après, il y a mille façons de traiter les chansons d'amour. Mais c'est un truc qui bien m'intéresse, quoi. sûr. C'est un truc qui est infini, quoi. C'est un sujet de conversation que tout le monde connaît, que tout le monde maîtrise, plus ou moins. Tout le monde a un avis dessus, c'est absolument universel. C'est un sujet qui peut être aussi politique. On peut parler d'amour de plein de manières. Et j'adore ce sujet. J'adore ce sujet. J'aime bien. Mais j'aime bien parler, tu vois, dans mes chansons, par exemple, parce que j'écris des chansons en ce moment, parler des vrais trucs, tu vois. Je veux dire, l'amour n'est pas qu'heureux. Bon, voilà, il y a des. J'aime bien parler des trucs qui. Alors, sans faire le gars trop sombre et trop machin. Que tu Non, n'es en plus, d'ailleurs c'est pas. clair, clairement, mais en fait, tu vois, j'ai l'impression, moi, c'est l'impression que j'ai, tu vois, pour faire, euh, pour faire vibrer les gens dans des trucs, dans la musique, dans les chansons, faut avoir un peu souffert, quoi. Il y a un truc où, comment te dire ça, tu vois, c'est quand tu parles de choses dans tes chansons et que tu as véritablement vécu le truc, tu écris les chansons d'une manière très particulière, t'es habité par ce que tu fais et j'aime bien parler de ça, quoi, de les amours vaches, quoi, les amours qui te font mal, mais surtout, ce qui est important, c'est qu'il s'agit pas de dire, ah, tu m'as brisé le cœur, j'en peux plus, etc. C'est la manière, c'est le prisme par lequel tu prends ce truc, là. Par quelle fenêtre tu rentres pour parler de ça, quoi. Donc bon, ah oui, l'amour, les femmes,
Mon Dieu, j'espère les gens qui vont écouter ça, ils vont se dire, mon Dieu, mais le gars, c'est un gars chaud, c'est un gars Mais chaud. Je suis pas chaud du tout. pas du tout. Je suis pas chaud du Pas tout. du tout, parce que là, non, mais non, l'idée, c'est vraiment de comprendre justement la création et ce qui t'anime et ce qui fait que tu Hmm. es qui tu es. Donc, c'est beaucoup plus loin. J'ai envie que les gens qui nous écoutent comprennent que c'est beaucoup plus que simplement parler de femmes pour parler de femmes. C'est justement la création et l'inspiration. Et c'est vrai que quand on écoute ta musique, on le ressent dans la sensibilité. Et moi, je te l'ai déjà dit, hein, et je te le redis justement dans cet épisode. Moi, je suis l'une de tes fans parce que j'adore vraiment ce que tu fais. Et c'est vrai que moi, je le ressens. Je ressens cette sensibilité dans tes morceaux. Et je me rappelle de la reprise. Je crois que c'était Hmm. non, c'est Darling. Mais j'avais des frissons en me disant waouh. Et c'est vrai que la façon d'interpréter ce morceau d'amour, ben finalement, on le perçoit Hmm. totalement différemment. Et c'est ça qui est Hmm. intéressant dans la musique. Et c'est là où et j'espère que les gens comprennent que c'est là où on a envie d'aller, et pas juste parler des femmes de ta vie. Mais c'est intéressant. Tu es un petit garçon qui joue au piano. Est-ce que c'était important pour toi de lui transmettre ton amour du piano, ou est-ce que c'est ton petit bonhomme qui tout seul s'est dirigé vers Alors, l'instrument que joue alors, il joue pas papa? encore du piano, mais comme le piano est à la maison quand il est avec moi, donc oui, c'est un gros, tu sais, c'est un gros objet qui fait qui fait beaucoup de bruit quand tu touches. Donc, il est très impressionné il a 2 ans et demi, il est très impressionné par le volume sonore que dégage, qui sort du piano. Mais moi, je le force pas du tout. Il me demande qu'est-ce qu'il peut jouer. Il me demande de l'installer sur la banquette parce qu'elle est un petit peu trop haute pour qu'il puisse y monter tout seul. Quoique non, il arrive à monter tout seul maintenant en fait. Et mais après, est-ce que qu'il fasse de la musique, c'est sûr qu'il en fera. Parce que je pense que ça fera partie de l'éducation que je vais lui transmettre parce que c'est ce que je sais faire de mieux, je pense. Donc je vais lui apprendre. Mais après, je veux pas en faire un musicien spécialement. Il fera de la musique s'il veut, quoi. C'est cool. Ouais, ouais. Avec quel artiste tu aimerais travailler? Dans Même, mes, même les mes plus... rêves les plus fous, Ouais, c'est ça. je dirais Bruno Mars. Waouh, ah, j'imagine trop. Ah, mais j'imagine trop. Ce Non, mais je serait sais pas ce qu'il tellement sait pas énorme. faire, ce mec. Ça aurait été lui ou Chris Brown. Ah non, mais peu importe ce qu'il sait faire ou pas faire, mais la fusion des deux mondes, Ah ça aurait ouais, été Bruno énorme. Mars, putain. J'ai saigné C'est tout ses albums. Je te jure, je les connais par ah, cœur. c'est la base. La J'adore, base. ouais, j'adore le feeling, j'adore sa voix, j'aime. Tu l'as vu en concert? Hmm. Comment? Non, non, pas encore, Tu non, l'as vu jamais. en concert? Vas-y. J'ai eu de la chance de le Ouais, voir au Stade de France. Vas-y. ouais, Si t'inquiète, hein, un c'est jour tu clair. Mais peux le voir en il est concert, trop fort, tu vois. Tout c'est ce qu'il a, ses chansons, c'est la clair. voix, la danse, ses idées, les arrangements, les prods, comment elles sont faites, il y a tout, c'est béton armé. Chris Brown, j'adore parce le mec, il est dans le game encore. Le mec, il sait tout faire, quoi. Il sait tout faire. Chris Brown aussi, il est très fort. Euh, voilà. Mais je dirais Bruno Mars en premier, Ok. vraiment. Ouais. Et Mm. ok. Alors, on a bientôt fini. Encore Ok. trois petites questions. Ok. Un petit jeu, mais très simple. Tu réponds sans Oh là là. réfléchir, mais Ok. vraiment sans réfléchir. Je crains le pire. Mhm. Ok. T'es prêt? Martinique ou Martinique. Boston? Tiponche. Tiponche ou Champagne? Ouh. Beyoncé ou Jocelyne Euh... Berroir? hey, j'allais. Le best. Non, heureusement, non, je suis une Berroir, direct. J'adore Beyoncé, c'est pour moi, c'est la best. Mais tu m'aurais dit quelqu'un d'autre, mais je suis une Berroir. Ok. Ah Mais oui, il y a mais quand même ouais, eu parce que le... j'allais dégainer là, et heureusement que j'ai attendu que tu finisses la question. Booba T'as ou dit quoi? Tupac? Ah, Booba ou Tupac. Tupac? Tupac. Il est bon. Là, je Ok. corse un peu. C'est la dernière. Zouk ou jazz? Ah, le zouk, parce que... Ah ouais, C'est vrai? Mon Dieu, j'aime ça tellement. Pas forcément, pas forcément le jouer, mais le danser. Pour moi, j'associe le zouk à la danse. Ouais. Et voilà, la danse, le zouk, ouais,
ça représente, tu vois, c'est un peu, ça replonge plein de souvenirs, tu vois, le zouk, ouais. C'est là où tu conclus, c'est là où t'attends la fille, tu l'attends toute la soirée, t'attends même la soirée, t'attends qu'elle arrive dans le plan, t'attends machin, et quand t'as l'opportunité, il y a des gars qui font la queue pour danser avec elle, et puis elle t'accorde un petit moment, et puis tu te rends compte qu'en fait, elle aussi, elle est en train de t'attendre, et tu danses, tu fais 1, 2, 3, 4, 5 chansons, t'en peux plus, t'es en sueur, front contre front. Ah non, mais c'est trop de souvenirs, hein. Donc de loin le zouk, mais en termes en danse, je dirais. Ok. Quels sont tes projets? Justement, tu as commencé Mhm. à nous en parler un petit peu au début. C'est Je quel suis prochain en projet? préparation d'album, un album qui est en train de toucher enfin, on arrive au bout là de la conception musicale. J'étais en studio encore hier pour fignoler quelques petits trucs. Donc voilà, sortie d'un album courant 2023. Je sais pas exactement quel mois. Il y a un single qui sortira, je pense, dans le premier trimestre de l'année 2023. C'est un projet qui ce sera que de la chanson. Je fais mon Ok. chanteur. Il y aura que ça. On va faire un petit pas de côté. C'est plus le jazz instrumental tel que j'ai fait auparavant. Là, on est vraiment dans de la pop, dans de la prod, dans de la chanson. Il y a un peu de jazz parce que bon, un peu. Mais on est vraiment dans de la pop et dans de la musique électronique et dans la chanson et dans le kiff. Ouh, Ah ouais, 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 j'ai hâte de te faire trop écouter ça et puis bien. que tu me fasses un retour. Ça, j'ai hâte. Ouais, ça va être cool. Ah, ça va être top. J'ai Ça vraiment va hâte. être... Les chansons sont trop belles. Je dis ça, mais bon, je suis très, très content du résultat. J'étais en studio hier, on a écouté. Ça défonce, j'adore. J'ai une super équipe. Je bosse avec Mike Ibrahim, qui est un auteur-compositeur euh, qui est formidable, qui est très talentueux. Il est aussi vidéaste, il est aussi photographe et il m'accompagne sur ce projet. On a écrit les chansons ensemble. On était en studio hier. Et on s'est regardé à plusieurs reprises et on s'est dit putain man, on va. Alors je sais pas s'il y aura un succès populaire, je sais pas si les gens vont kiffer, mais qu'est-ce qu'on a kiffé faire cet album et on va kiffer le jouer sur scène et voilà, j'ai hâte de partager ça avec tout le monde et puis voilà pour une expérience supplémentaire, une fusion supplémentaire, une autre facette de moi aussi parce que j'aime chanter. J'étais en train d'écouter le truc hier, j'étais en train de me dire, oh, putain, il y a des trucs qui donnent trop envie de danser. Je dis, t'imagines, je fais Trop des bien. chorés et tout. Non, après, après, je suis allé un peu trop loin. Je me dis, vas-y, calme-toi, calme-toi. J'étais dans ma chambre d'hôtel Excellent. devant le miroir, j'étais en train de faire des pas et tout. J'étais à Tu fond, faisais j'étais à fond. Je me suis dit, ouais, qu'est-ce que Bruno aurait fait à ma place? Et là, j'étais en train de faire des pas et tout. Je me suis dit, ouais, putain, t'imagines l'attaque, les coups d'épaule, pas, petits trucs, les petites glissades sur les côtés et tout. Je me suis dit, ah là. Après, bon, bref, excellent. il faudrait que je prenne des cours de danse. Bon, bref. Mais bon, j'étais en train de gros délire tout seul hier dans la chambre d'hôtel. Euh, mais en tout cas, je suis très enthousiaste. Je suis très enthousiaste. Si les gens Mhm. veulent te joindre, te féliciter pour ce que tu fais, pour ta musique, ou juste envoyer un message d'encouragement ou te contacter pour des Alors, le projets, on 06, fait j'imagine comment? qu'il y a son numéro direct. Non, bah sur Instagram, hein, Instagram, Facebook, je suis plus trop bon chez Facebook, mais Facebook aussi, si les gens sont plus Facebook, mais surtout Insta, Maher Bourrois, Maherbeurbury, c'est mon nom. De toute Ouais, c'est façon, mon je mettrai Insta, je son suis très Instagram. réactif, j'aime bien, voilà, les gens sont toujours très gentils avec moi et d'ailleurs je remercie toutes les personnes qui big up à chaque fois, qui m'encouragent, qui me félicitent, qui me poussent à faire encore et encore et voilà, merci à tout le monde de me donner très sincèrement cet amour-là. Enfin, tu vois, c'est un mot qui est devenu un peu désuet, les gens n'y croient plus trop. L'amour, tu sais, il y a une espèce de truc où c'est devenu très romantique, très poétique un peu, tu vois. Mais en fait, on en a C'est pas besoin. mal, Tu sais, hein, d'être c'est des concepts essentiels pour qu'on vive ensemble. Et on vit des moments tellement bien sûr. troublés, toutes les conneries qu'on voit à la télé, les guerres, les trucs vraiment, de la bienveillance, de l'amour, de l'écoute, de savoir écouter les autres et être encourageant
voilà, être bienveillant et faire le bien autour de soi, c'est extrêmement important. Et je pense que c'est la clé pour qu'on aille tous mieux, et d'un point de vue humain, et d'un point de vue écologique, et à tous les niveaux, quoi. L'amour, c'est important. Et je remercie les gens qui me supportent tous les jours, dont tu fais partie, Tia. Merci de m'avoir invité à parler un petit peu avec toi ce matin. Voilà, je te suis reconnaissant vraiment, et puis à toutes les personnes aussi qui m'accompagnent, quoi. Si on ne devait retenir qu'une chose de toi, de ton expérience ou un Ouais, message que tu je as envie de faire passer, dirais, ce serait lequel? c'est important d'aimer, comme je disais, mais de rêver. De rêver, de se rêver autrement, meilleur, le plus que possible, mais surtout s'entraîner, cultiver notre capacité à se projeter et à rêver. Rêver, même si on peut se dire, oh non, mais là, j'étais en train tout à l'heure de parler de Bruno Mars, je dansais hier, mais oui, mais c'est possible en fait. Tu veux un truc, il faut Bien sûr. le rêve est au commencement de tout, selon moi, de toutes les grandes réussites. À un moment donné, ces personnes qui ont eu de grandes réussites et qu'on admire ont rêvé. Les personnes là, on parle de réussite de gens très connus, mais des gens, les lambda, qui ont réussi, qui ont leur victoire dans leur vie perso, ils ont rêvé, ils ont réussi. Et en fait, j'invite tout le monde à continuer à rêver, c'est très important. Il faut se projeter et se rêver meilleur, se rêver en train de progresser. Et voilà, donc je dirais ça, l'amour et le rêve. Merci Tia. Merci Maher pour c'était super. Merci à vous de nous écouter. Votre épisode est maintenant terminé. N'oubliez pas qu'il est disponible également sur YouTube. Je vous dis à la semaine prochaine et comme d'habitude, prenez soin de vous, prenez soin des gens que vous aimez et à très vite.